Alors bonjour, je refais une vidéo de l'introduction aux maths en intelligence artificielle après un an d'absence. Donc merci d'avoir été patient avec moi. Beaucoup de choses se sont passées. J'aimerais revenir sur la croissance phénoménale de ChatGPT. Alors le cours d'introduction aux maths en intelligence artificielle avec la notion de deep learning, c'est sûr que maintenant, on est dans une époque où les utilisateurs peuvent maintenant profiter de ces modèles-là qui sont vraiment paramétrés de manière gigantesque. Je ne sais même plus combien il y a de paramètres et il y a vraiment une course effrénée présentement pour ce type de technologie-là, ce type d'algorithme-là, ce type de modèle. Ça n'enlève quand même pas le besoin de bien saisir les fondements mathématiques qui sont en lien avec ces formes-là de l'intelligence artificielle. C'est sûr que ChatGPT a eu un impact important étant donné qu'il y a vraiment une concentration très intense. Il y a eu une concentration très intense au niveau publicitaire. C'est probablement la plus grande. Je ne vois pas exactement qu'est-ce qui va être comparable, mais c'est la plus grande campagne publicitaire qu'on a vue pour l'intelligence artificielle. Ça a été un raz-de-marée complet et ça a inondé les réseaux sociaux pendant beaucoup de temps. Alors maintenant, on est à la fin de 2023. On regarde les développements. C'est sûr qu'il y a à tous les jours des développements, mais on n'a pas eu l'impact aussi grand que quand ChatGPT là, est apparu. Je rappelle que OpenAI travaillait quand même depuis un certain temps sur d'autres versions de ChatGPT, mais il se trouve que c'était la pénétration là, du marché lambda n'était pas aussi intense que ce qu'on a vu. Alors, on est en 2023, on finit 2023, la dernière fois c'était en 2022. Je vais reprendre où est-ce que j'étais, c'est-à-dire au chapitre numéro 4, avec le volume de Math for Deep Learning de Ronald T. Knuzel, et c'est les éditions No Starch Press. On suit le GitHub qui est ici. Il va y avoir 11 chapitres. Les chapitres sont divisés à l'intérieur même là, de plusieurs vidéos. Et on s'est arrêté sur les statistiques. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est Pearson et Spearman. Alors, au niveau de la théorie, on a la corrélation de Pearson et la corrélation de Spearman. On va utiliser des outils NumPy, SciPy, Matplotlib et Scikit-learn. On va voir dans un instant un Jupyter Notebook là, que j'ai ouvert pour qu'on voit un exemple. Mais pour les équations mathématiques, c'est pas très compliqué. Il y a seulement quelques variations au niveau des écritures. Alors, les deux exemples que je donne ici, Pearson en haut, Spearman en bas. Pearson, on voit dans le manuel une écriture alternative à celle qu'on voit ici. La manière de le présenter de l'auteur va avoir une variation au niveau de l'utilisation ici de lui. Il va appeler ça l'espérance. Nous, on pourrait appeler ça la somme, dans la somme de x, y, et aussi il va ignorer la composante n. Mais dans son aspect, donc la somme de x multipliée par la somme des y, ça reste quand même équivalent. On regarde la corrélation comme étant un domaine appartenant à moins 1 allant à 1. C'est-à-dire que si on se rapproche là, des extrémités, on va retrouver une corrélation parfaite. Si on se rapproche de 0, on va avoir moins de corrélation. Et si on est à 0 exactement, eh bien, on est dans aucune corrélation. On est donc dans le domaine aléatoire. Alors ici, on compare deux composantes, x et y. On peut juxtaposer x contre y ou y contre une autre variable, comme z par exemple, mais c'est toujours à partir de deux éléments, donc une variable contre une autre. On veut savoir donc la relation
entre ces deux domaines, le domaine de X, le domaine de Y, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut dire que si X va avoir pendant un certain temps une certaine orientation, est-ce que Y va le suivre? Alors la corrélation ici, au niveau de Pearson, elle est linéaire versus Spearman qui est non linéaire. Le non linéaire, ça englobe des domaines, par exemple, lorsqu'on a des figures qui vont qui vont suivre des courbes, par exemple. Alors, on pense peut-être au sinus, par exemple. Peut-être pas aussi simple qu'un sinus, mais qui va suivre une courbe. Donc, ici, on n'a pas un lien de linéaire, on a un lien non linéaire. Et tout ce qui peut ressembler à quelque chose comme une courbe, comme les hyperboles, paraboles et autres, où est-ce qu'il va y avoir des exposants ou des éléments exponentiels, où il va y avoir peut-être même des sections du domaine qui dans les variables là, qui n'existeront pas, disons, proches de zéro, si on pense à l'hyperbole, par exemple. Alors, Pearson, l'équation ici, je vais la présenter en détail dans le prochain tableau, avec le code. Spearman, même chose ici. J'attire votre attention sur la manière comment c'est présenté. On a la somme de D au carré pour les composantes de I. L'auteur, lui, a une écriture alternative. Où est-ce qu'il va amener, dans le fond, il va sortir le D pour lui donner, dans le fond, une somme. Donc, on pourrait garder seulement 6 sur n, entre parenthèses, n au carré moins 1, et on pourrait ramener la somme ici, c'est la somme des d au carré i, pour i étant à 0 et n moins 1. Donc ça, c'est une écriture un peu différente. Donc lui, il va isoler cette composante-là ici, et la différence entre les deux, c'est que le premier élément, la corrélation de Pearson, va s'intéresser de manière un peu plus individuelle aux données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion attachée aux variables X ou Y. Tandis que dans Spearman, il y a une notion d'ordre. Alors, Spearman va s'intéresser à des notions de rang. Et ce qui arrive, c'est que la conséquence d'avoir un intérêt pour le type de données, le X et le Y, ben, c'est que ça va avoir comme effet qu'on ne peut pas avoir une équation qui fonctionne s'il y a des valeurs à l'intérieur des X et des Y qui se répètent. Donc le D au carré, juste pour situer, le D c'est le rang des X moins le rang des Y. On va regarder ça dans le code juste après. Ça, c'est un peu abstrait parce qu'on ne le voit pas ici présentement, cette notion-là. On ne peut pas le déduire si on n'a pas explicité le D. Donc, cette équation-là, je dirais qu'elle est incomplète dans sa nature lorsqu'on la voit de ce format-là, parce qu'il faut comprendre en quoi est constitué le D, et c'est là qu'on rentre dans l'aspect technique des rangs. Ces notions de rang-là permettent d'avoir une opposition entre ces deux types-là de corrélation, la corrélation linéaire et la corrélation non linéaire. Il y a une chose qu'on peut se poser comme question à ce stade: à quoi ça sert d'avoir cette notion-là de corrélation? Alors la corrélation, pour l'aspect d'apprentissage machine, le machine learning, il se trouve que si on a des milliers de X, milliers de Y, on peut, grâce à la corrélation, réduire ou trouver certaines variables qui vont se comporter de manière similaire. Donc, on peut se rendre compte que sur 1000, ben, peut-être en réalité, on a deux groupes. On a 500-500, et à l'intérieur d'une partie de ce groupe-là, ils vont réagir d'une certaine manière, et de l'autre partie, ils vont réagir d'une autre façon. Et il va peut-être avoir des similarités entre les deux. Et c'est avec ces analyses-là de corrélation qu'on permet de réduire les dimensions des données qu'on va observer. Avec Spearman, c'est un peu différent. Parce que le danger ou la difficulté d'utiliser Spearman, c'est que ce que j'ai mentionné, la non-redondance des données
on peut pas avoir plusieurs fois la même valeur pour X, même valeur pour Y, mais ça crée un blocage. Donc c'est pour ça que plus souvent, on va voir la notion de Pearson, qui est la corrélation de Pearson qui va être utilisée. Mais si on veut être vraiment plus précis, il faut quand même s'attarder à Spearman pour analyser de manière beaucoup plus précise. Ça reste quand même que c'est dans le champ du machine learning. Dans le deep learning, on n'a pas à avoir, on n'a pas à avoir ce besoin d'économie-là. Mais il faut quand même saisir que pour plusieurs raisons, on pourrait aller vers cette direction-là, de faire cette analyse-là de corrélation. Donc, on va aller dans le tableau dans un instant. Bien, alors, on va mettre en application ce qu'on a vu au niveau des deux équations. Rappel, on va aller chercher des librairies, NumPy et Matplotlib pour être en mesure de voir ce qui se passe. Je vais utiliser Random Seed pour que vous puissiez, vous, si vous voulez refaire l'expérience. Je rappelle aussi que vous pouvez aller consulter le code sur GitHub. Les liens sont en bas de la vidéo si vous voulez suivre l'exemple. Remarquez que je modifie l'exemple pour le rendre un peu plus facile à suivre. Il y a certaines sections aussi que j'enlève, notamment ce qui est en lien avec le deep learning sur l'image. C'est une composante que je vais revenir plus tard quand on aura une meilleure conception de comment le deep learning fonctionne. À ce stade, je pense qu'il est préférable de se concentrer uniquement sur ces liens-là de Spearman et de Pearson. Alors, on va créer des données. On a n est égal à 20, donc on va créer un espace linéaire entre 0 et 1 avec 20 variables, puis on va ajouter des variables aléatoires. Y, dans l'exemple, on a ceci qui est proposé. Je vais enlever le commentaire. On a NP avec un NP aléatoire multiplié par X. Donc, on introduit une notion aléatoire, mais on garde à la base le X comme une des variables. Puis, on fait à peu près la même chose avec Z. Donc, on a un aspect aléatoire, mais on rajoute aussi un vecteur, une autre variable, pardon, de moins 0.1. Et on multiplie par X. Donc, X reste un peu la base, si on veut, pour le calcul des deux autres. On va regarder ce que ça donne au niveau graphique. Au niveau graphique, on a ça ici. Donc, on a la composante de X, la composante de Y qui suit quand même beaucoup. Quand on monte, quand on descend, il y a quelquefois des éléments qui sont un peu surprenants, comme ici, on va descendre carrément plutôt que de suivre la vague, mais on finit par avoir un mouvement descendant. Et de manière générale, on voit que les graphiques se suivent. Z, c'est un peu plus visuellement difficile de considérer qu'il y a une corrélation. Donc, on n'aurait pas les mouvements aussi distincts, pas distincts, mais aussi faciles à suivre, là, que bon, ben, ça descend, ça monte, mais même des fois, c'est quasiment la même chose. Pour comprendre un peu d'où ça vient, ces trucs-là, on pourrait utiliser X et enlever, dans le fond, les composantes pour seulement avoir un espace même plus petit que 20. Il est quand même assez petit, là, donc je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça, mais vous saisissez que, là, dans l'exemple, je pense qu'il est à 1000, mais je voulais juste avoir un nombre de données plus petit. Ici, je vais modifier le Y, juste pour vous montrer l'effet là s'il était presque... En fait, j'enlève le côté aléatoire, donc ça va être presque nul. Ben, en fait, ça va être nul parce qu'on fait juste une multiplication par 2. Donc ici, je vais juste fermer ça. Je vais le lancer. Puis ici, on aurait le 2 pour l'élément aléatoire. On aurait le X avec le Y 2 fois l'élément aléatoire. Et on va regarder après ça le graphique qui est lancé, EX1 PNG.
Donc on voit ici comment il va suivre presque exactement, mais avec des inflexions différentes. Mais on voit vraiment l'effet de miroir, comment il est vraiment très très proche, là. Ça part quelques fois au début pour les valeurs de Y, mais après il va vraiment comme ressembler beaucoup aux valeurs de X. Donc à ce moment-là, la corrélation, elle serait parfaite. Parce que j'utilise encore le vocabulaire en vecteur, mais on aurait une composante qui fait seulement multiplier par 2. Donc on n'est pas dans un contexte où cette variable-là, elle agit de manière indépendante, elle est très dépendante à X. Au niveau des graphiques, je vous épargne la lecture, mais c'est vraiment juste pour l'esthétique. Après, bon, je décide de le sauvegarder, le plt.savefig, ça me permet là, de le sauvegarder ici, puis de le fermer par la suite. C'est vraiment juste ça, il n'y a pas vraiment d'autres éléments particuliers pour le graphique. Ce qui arrive après, c'est on veut avoir une implantation manuelle. On veut donc créer le code de Pearson. Et ici, on a l'équation qu'on a vue un peu plus tôt, mais on l'a transformée, en quelque sorte, sur une équation. Donc, le EXY, donc l'espérance, si on veut, qui était comment l'expectation, comment l'auteur veut le présenter, où on a vu aussi la somme. Donc, c'est EXY. Lui, c'est comme ça qu'il va le nommer. Donc, c'est X fois Y pour, en fait, la moyenne qu'on cherche. Le EX, c'est la moyenne X, moyenne Y. Donc, on a l'équation. Si on ouvre si vous regardez le vidéo un peu plus tôt, vous avez le 1, le E, ou somme, XY, ignorez le N, moins le produit de somme de X et somme de Y. Donc, toute cette équation-là, ici, avec un retour qu'on a créé en une fonction, bien, on a comme manuellement retranscrit ce qu'on a vu. Ce qui se passe, c'est que cette équation-là ici, elle existe déjà dans les librairies. Donc, scipy.stats, si on fait une importation de Pearson et de Spearman, on a déjà, dans le fond, la possibilité d'aller chercher ces équations-là. Alors ici, cette présentation-là du code, mais en fait, c'est juste une réécriture manuelle, et ce qu'on fait dans le restant du code, c'est comparer, dans le fond, le travail qui est fait. Je vais m'attarder sur une composante. Donc, je vais relancer le code. Donc ici, on est revenu à X et Y, puis on va relancer ici. Donc, si on regarde ce qu'il y a en extra, on voit Pearson-Spearman. Dans le fond, les résultats ici, la partie supérieure, ça serait un appel direct à la fonction native de librairie, avec les résultats qui sont là. Très similaire, mais on n'oublie pas qu'il y en a un qui est dans un contexte linéaire, un autre qui va tenir compte de l'ordre. Donc ici, on a aussi créé une séquence, mais il ne faut pas oublier que s'il y a deux fois la même valeur, ça peut être problématique au niveau de Spearman. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas validé, parce que c'est une valeur aléatoire. Faudrait regarder à l'intérieur des valeurs, mais ça peut ça peut être problématique s'il y a plusieurs fois une répétition d'une valeur. Ça serait surprenant étant donné qu'on fait un appel de fonction aléatoire, mais c'est peut-être possible. Et ça va être problématique là, quand vous faites votre première analyse de données. Il faut faire attention à cet élément-là. Donc, nos appels sont faits. Et le deuxième, quand je fais Pearson code, mais là, ça me donne l'appel de quand j'utilise Pearson. Donc, on peut comparer Pearson de X contre Y, de X contre Z et de Y contre Z. Et on voit comment la corrélation. Donc, je rappelle, si on est proche de 0, on est dans l'aléatoire. Si on est proche de 1, on a des corrélations parfaites. Gardez ces chiffres-là ici à l'esprit, qui sont très très proches de l'un de l'autre. C'est 0.8627. Et on voit que ça diverge à partir de la 5e, la 6e, 7e, 8e, 9e, 9e, même plus loin, un 5, c'est très loin là. C'est à partir de la dernière décimale, on a un 7, ici on a un 4. Donc on voit que l'équation
qui est ici de la fonction répond bien à la logique de l'équation qui est dans la librairie. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais transformer l'équation pour enlever ce lien-là aléatoire. Alors là, je vais, comme utiliser comme un vecteur, je vais faire une transposition, si on veut. Et logiquement, ce que je devrais voir, c'est une corrélation parfaite. Donc, on va regarder le résultat. Ici, on voit Pearson X contre Y. Les deux confirment la corrélation est parfaite. Et ici, on voit qu'il y a un petit décimal qui ne nous permet pas d'arriver à 1. Donc ça, c'est intéressant de voir à quel point c'est optimisé. Donc c'est ici, on devrait avoir 1, mais ici, il y a une espèce de petite marge d'erreur dans l'équation et dans les décimales probablement. Alors ça montre que la variable x et y, à ce moment-là, sont parfaitement corrélées. Elles vont réagir selon le contexte d'une manière similaire. Ils ne vont pas donner les mêmes valeurs, mais ils vont suivre un schéma qui va permettre de déterminer que si on enlevait pour une raison x, si on enlevait pour une raison quelconque, je ne vais pas utiliser x parce que ça peut être mélangeant, là, il y aurait une situation dans laquelle on pourrait quand même suivre le travail de machine learning parce qu'on va avoir des valeurs qui sont cohérentes et remplaçables. Donc ça, c'est pour Pearson. Spearman, c'est un peu la même mécanique qui est utilisée. Puis, je vais juste montrer, dans le fond, l'espace avant d'aller dans cet élément-là. Je vais juste montrer l'espace ici qui a été créé. Ici, on a une matrice, et je vais revenir sur les codes antérieurs là, avant d'aller dans l'exemple suivant. Là. Je vais juste ramener les matrices normalement. Vous allez voir souvent ces matrices-là ici. Donc, c'est le X et Y des deux côtés. Donc, on a X, Y, Z, parce qu'on a 3 variables, donc on a un tableau de 3 par 3. Et les 1 que vous voyez là, c'est par rapport à eux-mêmes. Donc, X contre X, Y contre Y et Z contre Z. Donc, X contre Y, ça serait ici, 0.86. Et on a X contre Z, 0.17, on l'aurait ici. Donc, on retrouve ces informations-là et qui sont, dans le fond, sur une base là, matricielle. Mais ça ici, quand on a ce type de tableau-là, ça va nous permettre d'aller plus loin et de regarder la corrélation entre plusieurs variables. Ça va nous permettre de déterminer les points qui vont faire que si on recherche une variable spécifique, et là ça devient très important, si on regarde et si on cherche une variable indépendante et dépendante, et là j'espère que vous êtes en train de faire le lien entre les deux choses. Parce que si j'ai une variable qui est dépendante, eh bien je veux savoir de quelle manière et à quel degré. Et c'est là que les corrélations deviennent intéressantes. Parce qu'on peut déterminer qu'une variable qui est dépendante sera plus dépendante d'une variable que d'une autre. Exemple, si une journée, la température est dépendante de la date, il va y avoir une très forte corrélation entre les deux. Tandis que si notre composante, disons que c'est une... je ne sais pas, ça serait quelque chose complètement aléatoire, le nombre d'automobiles, ou même ça, le nombre de gens qui décident d'aller acheter sur Amazon, peu importe quelque chose, des crayons. On voit que le lien de corrélation, ou peut-être qu'il y en a un, ça serait surprenant, mais peut-être, on ne sait pas. Mais vous voyez que ces deux composantes-là, c'est là que la corrélation peut devenir intéressante, et c'est dans des modèles de machine learning, où on fait de l'analyse plus de données, où on essaie de découvrir des liens, entre parenthèses, cachés, entre une composante X et Y, ou une multiplicité de composantes pour une seule variable, quand on cherche vraiment juste pour une, et c'est là que ce lien-là, il devient très intéressant. Linéaire et non linéaire. Ça arrive que le lien non linéaire aussi doit être pris en compte, étant donné que ce que j'avais indiqué un peu plus tôt, que
quand il y a cette non-linéarité, par exemple avec les sinus, ou quand il va y avoir des courbes, mais là, on aurait plus tendance à prendre le deuxième modèle. Je vais m'arrêter ici pour aller sur Spearman dans un instant. Bien, maintenant, on va continuer l'exemple. On va rentrer maintenant dans Spearman. Spearman est un peu plus long à coder, étant donné que, comme on a vu dans l'équation, ben, il y a des composantes qui doivent tenir compte de la création d'un rang. Ici, je vais prendre une seconde pour expliquer un rang. On pourrait avoir, et je vais prendre l'exemple du manuel, on aurait, disons, 3 variables. 90, 62 et 28, par exemple. Alors ici, la notion de rang, ce que ça nous dit, c'est que ça serait 3, 2 et 1. Donc ça, c'est à la base de ce système-là, cette notion-là de rang. Donc tout dépendant des variables, ça va reclasser, et c'est un peu ça qui arrive ici. Où on a comme une création, dans le fond, d'une array, d'une séquence. J'oublie le terme, désolé. Puis, ça ici, ben, ça va être ordonné. Donc, on a cette composante-là, qui est très, très différente de la première version qu'on voit de Pearson. Faut faire attention ici parce que le système, où est-ce que ça devient un problème, c'est si on a 2 fois 28. Et vous comprenez la logique ici, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. On a un problème de logique où on va avoir 2 fois un rang. On ne peut pas avoir des rangs équivalents. Il y aurait une possibilité d'avoir cette espèce de mécanique-là de faire 1, 2, et après 3, 4 pour le 62, 86, mais la manière comment l'équation elle est construite, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Il faudrait... il y a d'autres manières là, de l'approcher, mais l'équation de manière que je vous la présente actuellement, selon le manuel, il ne faut pas, en fait c'est impossible tout simplement de procéder de cette manière-là. Alors, Spearman, lui aussi, il y a une fonction qui existe. On peut voir un peu plus haut l'importation qui est faite. Donc, on est en train d'essayer de réinventer la roue, vous me direz, mais c'est quand même utile de prendre le temps d'analyser ce code pour comprendre ne serait-ce que la petite mécanique que je vous ai montrée pour saisir fondamentalement quelle est la différence au niveau de la construction. Alors on a ces composantes-là ici. On voit que les valeurs comme x contre y ou x contre z, tout dépendant les deux, là, ils donnent une valeur très très proche, là. 0.92, c'est intéressant de voir comment, si on ramène ici, parce qu'on a quand même fait le calcul, comment les deux vont nous donner des degrés de certitude différents. Par exemple, Pearson va dire qu'il a lui, il considère que c'est 0.86 et Spearman va dire qu'il est 0.92. Il va considérer que c'est beaucoup plus proche comme lien la variable x et y. Sa corrélation, il va dire son degré de corrélation est beaucoup plus élevé. Donc, Spearman est beaucoup plus sensible, si on veut, au niveau de corrélation que Pearson. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? On va le voir dans un instant. Quand on crée des espaces qui sont pas des espaces, mais des fonctions non linéaires, on va juste faire présentation rapide là, de si je veux créer dans le fond un espace linéaire entre moins 20 et 20 sur 100 variables et je vais imprimer ça pour voir à quoi ça ressemble juste pour avoir une représentation graphique. Ici, classique, on a une ligne. OK, c'est bon. Puis ici, je vais avoir une représentation de 1 divisé par 1 plus NP exposant sur la valeur de moins A. Donc, on va juste voir ce que ça donne au niveau graphique. Probablement une forme de courbe. Donc ici, on a la courbe entre les deux. Alors, ce que ça nous indique ici, c'est que Pearson considère qu'il n'y a pas vraiment de corrélation. Ben, oui, il y a de la corrélation, mais moins élevée que ce que Spearman considère.
Donc, il y en a un qui va considérer que la corrélation elle est parfaite, tandis que Pearson va dire non, je ne crois pas, à cause de cette notion-là de non-linéarité. Alors, parce qu'ici, ça devient non linéaire comme lien si on a une courbe. Donc, définitivement, on a même 2 points d'inflexion. Et malgré ça, il va quand même donner 0,9. Il ne va pas être complètement fermé. Mais on voit ici très rapidement qu'il y en a un qui va dire oui, il y en a une, sans même aucun doute. Il est à 1 complètement. Tandis que l'autre va pointer vers cette possibilité-là. C'est un exemple assez simple, mais qui, je crois, peut être utile, surtout si vous travaillez dans des environnements, et ça va arriver très souvent, où c'est non linéaire. Donc, il faut faire très attention avec ce que Pearson nous indique, et il ne faut jamais oublier la nature des données, si elles sont linéaires ou non linéaires. Voilà, ça conclut cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été aussi patient. Donc, il y a 300 personnes qui sont quand même abonnées à cette chaîne, donc c'est très récent. Puis, désolé pour le très long délai, mais je vais essayer de reprendre le rythme un peu. Et ce qu'on va voir prochainement, c'est les tests d'hypothèses. Et on arrive très bientôt à l'algèbre linéaire, où ça va devenir beaucoup plus intéressant de voir l'interaction des matrices. Alors, je vous remercie encore une fois. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous en prie là, de les mettre en bas de la vidéo. Puis, je vais commencer à nourrir un peu plus mon Instagram. J'ai décidé de redevenir actif sur ce réseau-là et possiblement aussi sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-dessus et en espérant là, que ça a été informatif. Donc, à la prochaine.